Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes d'EDJ Live pour cette toute nouvelle émission de Club EDJ. Club EDJ, c'est quoi? C'est l'analyse d'une actualité d'un sport en particulier et aujourd'hui c'est tennis. Pour cela, 4 chroniqueurs adeptes de la balle jaune, Pierre-François, Fabio, Léo et Driss, comment allez-vous? Ça va nickel et toi Enzo? La forme Très bien aussi, très content d'être là. Très bien, et toi? et Excellent. la forme. Je remercie déjà Fabio qui vient au En pied levé, sauveur on va un peu. dire, parce qu'il y avait un petit malade ce matin. Donc Club EDJ épisode 2 saison 2025-2026, c'est parti. Tout d'abord, voici les dernières informations marquantes dans le monde du sport au niveau international, national et local avec vous Léo. C'est exact. Ligue des Champions, ça démarre fort. Hier soir, le Bayer Leverkusen accueillait le champion d'Europe, le PSG, et le club parisien a littéralement explosé ses adversaires 7-2. Une soirée folle avec 43 buts inscrits au total. Et ce n'est peut-être pas fini. Le record sur une seule journée pourrait tomber dès ce soir. Il suffirait d'une vingtaine de buts. En NBA, la saison reprend et ça promet. Oklahoma City affrontait Houston dans un match haletant. Les champions de 2025 se sont imposés 125-124 après prolongation avec un Shai Gilgeous-Alexander de gala, auteur de 35 points. En rugby, Fabien Galtier a dévoilé sa liste pour la tournée de novembre. Pas de surprise pour le capitaine, Antoine Dupont qui est logiquement absent. Mais place aux nouveautés du côté de Toulouse, Benjamin Bertrand et Calvin Gourg, et de Pau, Jimmy Maximin, Fabien Broboiry et Aaron Grandidier. En volley, la Marmara Spike League reprend ses droits. Hier soir, Nice Volleyball a été surpris à domicile par Tourcoing et s'incline 3-2. Les ailes devront réagir dès ce samedi face à Toulouse. Enfin, hockey sur glace, du retour pour Nice qui chute 5-2 en 16e de finale face à Briançon, c'était en Coupe de France. Les Niçois devront vite se reprendre vendredi en championnat face à Angers. On va faire un petit tour de table. Quelle actualité vous a plus marqué? Je pense que c'est celle de foot. Ouais, Ligue des Champions. Hein. Ligue des Champions. Ouais, Ligue des Quelle journée Champions. incroyable. Ouais, franchement, c'était dingue hier. Même quand on regardait le multiplex, franchement, on entendait la notif toutes les 2 secondes. C'était Vous avez tous impressionnant. regardé le multiplex Ouais, moi j'étais sur le multiplex. C'était- Ouais. Multiplex. c'était dingue. Multiplex et après, seconde mi-temps, j'ai plus regardé Arsenal quand même. Arsenal, ouais. Ouais, les Leverkusen, PSG et le multiplex. Enfin, Ouais. surtout le multiplex. Quel Tout le monde multiplex. Heureusement qu'il y avait Almaty, pas fausse. Hein, pour Le seul match où il n'y a Bon, pas eu de 0-0. donc voilà, il n'y a pas de débat, c'est le foot. En tout cas, merci Léo. Mais avant de commencer, on va vous proposer de revenir sur la montée en puissance du paddle en France avec un reportage signé Gary Bensignor et Mathieu Armand. C'est le sport en vogue en ce moment, le paddle. Ce dérivé du tennis séduit de plus en plus. Dans la région niçoise, on compte 19 clubs et 64 terrains dédiés à sa pratique. Jouer au paddle est devenu le rendez-vous sportif et convivial incontournable. Alors comment expliquer cette progression fulgurante? Pour nous éclaircir sur cette réussite, nous sommes allés à la rencontre du dirigeant de l'Azur Tennis Sport Val-Rose, Jean Malocena. Aujourd'hui, et j'en parlais récemment avec le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, aujourd'hui c'est presque une menace amicale, mais une menace pour le tennis, tellement ce sport qui est ludique, qui est facile d'accès, qui permet, même si techniquement on est très moyen, de s'exprimer et même de s'exprimer à un très très bon niveau. Face à une demande exponentielle de réservation de terrain, le paddle est en train de concurrencer le tennis. Et cela va bien au-delà du sport amateur. Mais le paddle est en train de copier au niveau de l'organisation des circuits internationaux le tennis. La Fédération française de tennis est en train de mettre en place un grand centre d'entraînement pour les jeunes. Le paddle est en train de devenir le sport numéro 1 individuel au niveau des attentes des gens. Selon les dernières données de la Fédération française de tennis, le nombre de licenciés au paddle a dépassé les 110 000 en 2024. Ils étaient à peine 70 000 en 2022. Aujourd'hui, le nombre de joueurs occasionnels a été estimé à 500 000. Merci Gary et Mathieu. Désormais, passons à l'analyse de l'actualité tennistique avec vous, les 4 chroniqueurs. On va partir avec toi, Driss. Beaucoup de joueurs sont attendus sur ce dernier Masters 1000. Quelques joueurs partent favoris, d'autres viennent en tant qu'outsider. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, en premier lieu, on va parler des 2 principaux favoris, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, qui sont pour l'instant présents. C'est bien de préciser pour le moment, parce qu'ils ont subi des pépins physiques qui les ont contraints à abandonner le titre du Masters 1000 de Shanghai il y a seulement 2 semaines. À noter une statistique intéressante, les 2 joueurs n'ont tout simplement jamais remporté ce tournoi à Paris. Le tenant du titre, Alexander Zverev, part aussi parmi les favoris sur une surface qu'il apprécie.
Du côté des absents, on en a malheureusement 3 du top 10 qui ne seront pas là. Novak Djokovic qui l'a annoncé malheureusement hier sur ses réseaux sociaux, et Draper et Runeux. Mais là, tu nous as parlé des favoris. Qu'est-ce que tu peux nous dire du côté des outsiders? Alors des outsiders, on en aura et on pourra peut-être assister à des surprises. Le joueur le plus attendu dans cette catégorie sera forcément Valentin Vachereau, qui arrive avec un nouveau statut, le monégasque qui vient de gagner le Masters 1000 de Shanghai. On peut aussi penser à Daniil Medvedev, qui vient de gagner l'ATP 250 d'Almaty. C'est son premier tournoi gagné depuis 2023. Donc il peut potentiellement continuer sur sa lancée et devenir une des plus grosses menaces dans ce Masters 1000. Du côté des Français, on peut s'attendre à de belles surprises ou pas? Alors, on peut peut-être s'attendre à quelques bonnes surprises, comme le numéro 1 français au classement ATP, Hugo Humbert, qui a fait une énorme performance l'année dernière, qui est arrivé en finale contre Alexander Zverev. On peut aussi penser à Arthur Hinderknecht, qui a fait une finale de Masters 1000 contre Valentin Vachereau, où il s'est malheureusement incliné. Corentin Moutet, on le sait, est capable de réaliser de grands exploits. Ça sera à lui de le prouver à la maison désormais. En revanche, il y a un gros point noir, c'est l'absence d'Arthur Fils, qui s'est blessé au dos à Roland-Garros et qui n'arrive pas vraiment à s'en remettre depuis. Vos favoris pour vous, côté français et côté sur le top 10? En côté français, je dirais par rapport à la perf à Shanghai, je dirais quand même Rinderknecht, je pense. Enfin, il est sur une bonne lancée. Et favori, en indoor, je mettrais plus Sinner moi, que Alcaraz sur ce tournoi. Oui, bien sûr. S'il Sinner, participe, voilà. hein. Si Sinner participe, parce qu'on sait, il y a des petites interrogations sur le fait s'il va participer ou non, mais si Sinner participe, en indoor, je vois pas qui va aller le toucher. Au Sing Sing Slam, par exemple, il a massacré Alcaraz en finale. Maintenant, côté français, s'il y a un Français qui doit se démarquer, moi, Rinderknecht, je pense qu'il va peut-être un peu accuser le coup de sa super performance à Shanghai, et je vois plutôt Giovanni Mpetshi-Perricard, qui en indoor, c'est vraiment les conditions qui font que son jeu se développe le mieux. Son service, c'est une arme destructrice, c'est incroyable. Ah ouais, c'est- Et peut-être Corentin Moutet, qui encore aujourd'hui a fait une super performance contre Zumur et qui peut peut-être aller chercher. Maintenant, ne pas sous-estimer, Driss, là on a parlé, Hugo Humbert, qui en indoor, ça reste aussi ses meilleures conditions. Il a que 2 défaites depuis un an. Sur les 2 défaites, c'est la finale à Paris l'an dernier. Zverev, en Donc plus. vraiment, il ne faut pas sous-estimer Hugo. Mais on a de quoi vivre une belle semaine, je pense. Une belle semaine, Fabio? Ouais, moi je suis un peu d'accord. Je rejoins Léo sur Mpetshi-Perricard et aussi sur Corentin Moutet. Bon, j'aime bien Corentin Moutet aussi, j'ai peut-être une influence là-dessus. Mais non, Mpetshi-Perricard sur dur en indoor, ça peut faire très très mal, surtout avec son service. Bon, on l'a vu récemment, ça dépend du match, s'il est en forme ou pas. Mais je pense qu'il peut faire mal quand même sur ce tournoi-là. Driss, du coup, toi sur ta chronique, t'auras dit qui? J'aurais dit Hugo Humbert, surtout pour rester dans la lancée de l'année dernière. En plus, il avait éliminé Carlos Alcaraz, j'ai oublié de le Ouais. préciser dans ma chronique. Mais on va rester sur Humbert. En plus, Mpetshi-Perricard, il reste sur une défaite hier quand même à Bâle qui est frustrante, on peut le dire. Donc je partirai sur Humbert. Donc voilà, on connaît votre petit panel de favoris chez vous. Plusieurs joueurs sont encore en course pour décrocher leur billet pour les 8 meilleurs joueurs de l'année. Alors qui va valider sa place, Fabio? Et oui, à l'aube du tournoi à l'Accor Hotel Arena cette année, la tension monte déjà autour de la race pour Turin. Si Djokovic, Sinner ou Alcaraz sont déjà qualifiés, la bataille fait rage quand même pour les dernières places. Tyler Fritz ou encore Alex de Minaur, ils doivent absolument briller à Paris pour espérer se qualifier pour la race pour Turin. Chaque victoire compte, chaque set peut peser lourd dans la balance. Et attention, les surprises sont fréquentes pour le Masters 1000 de Paris, où la fatigue de saison quand même se sent beaucoup. Ce tournoi, c'est bien plus qu'un simple Masters 1000, c'est une véritable épreuve de survie à la fois physique et surtout mentale. En indoor, déjà sur une surface rapide, les échanges sont plus courts, les fautes plus punitives, mais surtout après 10 mois de compétition, la lucidité devient une arme contre les joueurs en fait. C'est aussi un tournoi très imprévisible, celui qui aime couronner en fait des fois les inattendus. On a pu le voir donc avec Jack Sock, Kachanov ou même Runeux en 2022. Tous ont profité en fait de cette dernière manche pour bouleverser la hiérarchie et essayer de s'offrir une place parmi les plus grands. Qui aura assez du coup d'essence pour arriver à franchir la ligne d'arrivée dans les premiers? C'est difficile à dire parce qu'en fait entre la 5e et la 10e place, la marge est quand même assez fine, appelle quelques centaines de points et à ce stade, la différence se joue surtout sur un simple tie-break ou un coup de nerf ou une poignée un petit peu trop fragile. En fait, pour les joueurs encore en lice, ce tournoi il peut vraiment changer beaucoup de choses. Décrocher un billet pour Turin, c'est valider une saison tout entière, s'offrir une place parmi les 8 meilleurs du monde. Et pour les autres, c'est accepter de rester à la porte, à quelques points du rêve seulement. Alors oui, le Rolex Paris Masters n'est pas qu'une dernière étape,
C'est surtout le juge de paix d'une année très très longue pour les joueurs, intense et surtout impitoyable. Le lieu où en fait se jouent les destins de la saison, parfois se renverse à une seule petite balle près au niveau du filet. Merci Fabio. Est-ce que vous avez une petite idée de qui ira à Turin? C'est difficile à dire en vrai. C'est vraiment difficile à dire parce que cette année, elle a été spéciale dans le tennis. C'est-à-dire c'est la deuxième année dans l'histoire où il y a eu 5 nouveaux titrés en Masters 1000. Donc l'année, les tournois ont été, à part les grands chelems qui ont été survolés par Alcaraz et Sinner, sur les Masters 1000, ça a été très divers. Il y a eu Jakub Mensik. Il y a eu Jakub Mensik qui a gagné son premier titre, Draper qui a gagné. Tu as eu Vachereau contre Rinderknecht aussi. Et alors les deux qui manquent, je les ai pas. Mais donc voilà, c'est une année qui a été spéciale et je pense que ce tournoi de Paris va être tellement important, surtout que là, il y a Medvedev qui s'est relancé dans la course pour aller chercher peut-être, bon, il faudrait un exploit, il faudrait peut-être qu'il gagne le tournoi pour y aller. Je sais pas qui va y aller, mais justement, ce tournoi de Paris peut être vraiment très intéressant pour ça. D'ailleurs, Djokovic a fait forfait parce qu'il est presque sûr aussi. Oui, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour qu'il se qualifie. Non. Donc on va voir, mais j'ai hâte de suivre. Franchement, j'ai hâte de voir qui va aller à ce Masters à Turin. Bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qu'il a dit. Ouais, peut-être si je devrais en donner un, je dirais Taylor Fritz, pardon. Mais franchement, c'est vrai que c'est dur à prédire cette année. Surtout qu'il y en a eu un qui s'est blessé il y a quelques jours maintenant aussi, Holger Rune, qui aurait pu être dans la course. Mais... Holger Rune, oui, dur pendant un an, rupture totale du tendon d'Achille. Il aurait pu effectivement. Il était peut-être un peu loin, je sais pas, il était peut-être un peu loin parce qu'il était encore dans les calculs, mais il devait faire une très grosse performance. Holger Rune sort quand même d'une saison très compliquée, faut pas se mentir, il a vraiment eu une saison pas facile niveau résultat. En début d'année, il gagne Barcelone, c'est son seul fait d'armes cette saison. Donc maintenant, peut-être qu'il était même hors course, je suis pas sûr de l'info. Non, je crois pas, mais il fallait qu'il gagne le tournoi, je crois. Il a déjà fait, donc c'est pour ça. Donc merci. Pierre-François, toi tu vas nous parler du tournoi avec Bercy et tous les souvenirs qui sont là-bas. Et oui, depuis près de 40 ans, Bercy, c'était bien plus qu'une simple salle de tennis. C'était un lieu mythique, chargé d'histoire et d'émotions, une arène à l'atmosphère unique, presque confinée, où chaque point se jouait dans une tension électrique. Le public y vibrait au plus près des joueurs, créant cette communion rare entre les tribunes et le court. C'est là que Marat Safin a écrit sa légende avec ses 3 titres et ses colères mémorables, que Jo-Wilfried Tsonga a fait vibrer tout un pays en 2008, et encore, comme on l'a dit, que Holger Rune a battu Novak Djokovic en 2022, et que l'an dernier aussi, Hugo Humbert a renversé Carlos Alcaraz avant de s'offrir une finale historique. C'est des instants suspendus, faits de bruit, de sueur, de passion, qui ont forgé l'âme de ce tournoi si particulier, à la fois redouté et adoré par les joueurs du circuit. Cette année, le tournoi change de dimension, il va du côté de Paris La Défense Arena. Qu'est-ce que ça change? C'est une enceinte gigantesque, capable d'accueillir 18 000 personnes. Les organisateurs promettent un show plus grand, plus immersif, à la hauteur d'un grand Master 1000, désormais incontournable du calendrier. Les joueurs bénéficieront d'espaces d'entraînement beaucoup plus modernisés, le public d'un confort inédit et le tournoi d'une exposition médiatique renforcée au cœur du plus grand quartier d'affaires d'Europe. Reste à voir si dans cette nouvelle salle, le tournoi saura garder ce qui faisait la force de Bercy, c'est-à-dire la proximité entre les spectateurs et le terrain. La réponse, on l'attend le 25 octobre, le jour du tournoi qui fera sa première édition à la Défense Arena. Les spectateurs pourront découvrir une nouvelle salle, voir les plus grands joueurs du circuit évoluer dans un espace plus grand et profiter d'une ambiance différente. Reste à voir si cette nouvelle salle réussira à recréer l'énergie qui faisait la réputation de Bercy. Moi, je me rappelle on a eu un petit débat tout à l'heure en off sur l'entrée des joueurs. Est-ce que vous en attendez beaucoup de celle-là? C'est avec l'ambiance qui est pour moi à Paris peut-être la plus belle ambiance dans le tennis au monde. C'était vraiment l'identité même de ce tournoi, c'est-à-dire l'entrée des joueurs, le show, parce que les supporters pouvaient choisir, la musique pouvait choisir le jeu de lumière. Donc c'était vraiment ça. Après, Cédric Pioline, le directeur, il a déjà annoncé qu'apparemment ce serait fantastique. On verra ça la semaine prochaine. Mais c'était vraiment là, mais j'espère qu'ils vont réussir à rendre ça encore incroyable. Après, au-delà de l'entrée des joueurs, ça enlève quand même un peu de charme à ce tournoi. C'est comme si on changeait de lieu à Roland-Garros. C'est un peu, bon, j'abuse peut-être un peu, mais changer de lieu qui a connu beaucoup de matchs, beaucoup d'exploits, comme il l'a dit Pierre-François, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Après, peut-être que ça va mieux marcher en tout cas. À voir, parce que c'est quand même aussi beaucoup plus de place, quand même sur les terrains annexes, pour regarder les entraînements aussi. Après, moi, il y a le petit truc que j'ai vu un petit peu des gens déçus sur les réseaux sociaux par rapport au rideau
qui sépare les terrains annexes du court central. Ça, c'est à voir. Ça peut être un peu perturbant sur des rideaux exprès pour réduire le bruit. Mais ça peut être un petit peu dérangeant. À voir comment ça se passe en vrai. Mais je ne sais pas si vous avez vu les images d'Eurosport, mais l'installation a l'air d'être quand même très chouette. Donc bon à voir, mais je pense que ça peut être quand même une belle édition. On verra ça. On verra ça Dès ce lundi. dès lundi. Dès ouais. lundi. Dimanche avec les qualifications. Ouais. Du coup, Masters 1000 de Paris, c'est le deuxième plus grand tournoi de France après Roland-Garros. Mais est-ce qu'il réussit aux Français, Léo? Eh ben, ce qu'on peut dire, Enzo, c'est qu'il réussit bien mieux que Roland-Garros pour nos Bleus, alors que l'on compte que 3 finales pour un seul titre à Roland-Garros, le Masters 1000 de Paris. On compte 8 pour 3 titres. La dernière finale en date, on en a parlé, tout le monde en a parlé un peu autour de la table, c'est Hugo Humbert l'an dernier. Le Messin avait réalisé un parcours exceptionnel, on répète, mais en 8e de finale, il bat Carlos Alcaraz, celui qui est redevenu, on le rappelle, numéro 1 mondial il y a quelques semaines. C'était en 3-7 dans une ambiance phénoménale dans l'arène de Bercy. En finale, hélas, il s'incline face à Alexander Zverev, qui à ce moment-là était dans une forme phénoménale, puisque 3 mois après, il fera finale à l'Open d'Australie. Donc, Mais qui sera le Français à avoir performé? qui sont les autres? Eh ben Enzo, il y en a 2 qui sont très connus encore du grand public, qui ont performé dans ce tournoi. C'est tout simplement Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga. Monfils s'incline 2 fois d'affilée en finale, c'était en 2009 et 2010. En 2009, il perd face à un certain Novak Djokovic, qui remportait à ce moment-là le premier de ses 7 titres à Paris. C'est d'ailleurs le recordman. En 2010, c'était face à Robin Söderling, alors que la Monf avait éliminé en demi-finale dans un match d'anthologie le numéro 1 mondial de l'époque, l'immense Roger Federer. Quant à Tsonga, il s'incline en 2011 justement face à Roger Federer. Mais en 2008, c'était bien lui qui remportait le premier de ces 2 Masters 1000. Il s'imposait alors en finale contre Nalbandian, après avoir notamment éliminé sur son passage Novak Djokovic et Andy Roddick. Une performance phénoménale pour celui qui reste à ce jour le dernier Français à avoir remporté un Masters 1000. Mais qu'en est-il des 2 autres titres français, Léo? Eh ben, c'est en 2001, c'est Sébastien Grosjean qui a remporté Paris. Il profite des éliminations précoces des 2 têtes de série de l'époque, Gustavo Kuerten et Lleyton Hewitt, qui s'étaient inclinés d'entrée de 2e tour. Le Français s'était imposé en finale contre Kafelnikov 3-7-1. À l'époque, les finales de Masters 1000 se jouaient toujours en 3-7. Enfin, le premier Français à s'être imposé à Paris, c'est nul autre que Guy Forget en 1991. Il remportait ce titre après une finale en 5-7 face à l'une des plus grandes légendes du tennis, Pete Sampras. Est-ce que vous avez en souvenir un joueur à Paris? Moi, je sais que c'est la demi-finale mon fils contre Federer. C'est un match que j'ai vu en rediff et qui est exceptionnel pour le coup, ce match. Et moi, je sais que je l'avais vu en rediff, mais marqué, c'était incroyable. Ça reste un de mes joueurs préférés, la Monf là-dessus. Moi, celui-là, je l'avais vu pour le coup. Je me rappelle et c'est vrai que ça m'avait impressionné. C'était impressionnant. Enfin, c'était vraiment un match qui m'a marqué sur ce tournoi. C'est vraiment celui-là. Je suis d'accord avec Fabio. Pour le coup. Hélas, j'avais pas la chance d'être né à ce moment-là, mais donc moi forcément ce qui me marque le plus c'est peut-être Hugo Humbert contre Carlos Alcaraz en tant que plus jeune, parce que c'était l'an dernier, C'est c'était vrai. le match contre Alcaraz, je m'en souviens, j'étais en voiture sur mon téléphone, j'avais pas pu regarder chez moi, c'était Après, Rune incroyable. Joko, moi, ça m'avait quand même marqué. Parce que Ouais, Rune il Djoko, était c'est en- un sacré match aussi. T'es en forme, moi, c'était un- Rune qui gagne Paris, c'était C'était tellement c'est improbable. ça, c'était improbable. Donc, c'est vrai que ça Donc, ouais, m'avait marqué. C'était effectivement incroyable aussi. Driss? Moi, j'ai envie de dire Hugo Humbert aussi. Et les perfs de mon fils, quand même, hein. Il en a fait pas mal là-bas. Mais bon, la plus récente, c'est Humbert. Et je pense que c'est celle dont on se souvient le mieux. Merci à vous tous de ces chroniques. Désormais, on va passer au calendrier des prochains événements à ne pas manquer. Désormais, ça sera la suite de la Ligue des Champions ce soir, donc dans 25 minutes. L'Euroleague où Monaco va devoir cravacher cette saison puisqu'il figure à la 7ème position. Les sports mécaniques qui sont importants dans la dernière ligne droite, c'est Fabio qui pourra nous en dire le mieux. Et aussi le top 14 avec 3 matchs importants, UBB Bayonne, Toulouse-Toulon et le match de la mort déjà, Montauban-Perpignan. Quel événement vous attendez le plus? Bon, la Ligue des Champions, hein, encore une fois, hein. Pareil, en soi. La Ligue des Champions bien sûr. À 21h précisément. Exactement. Du côté des Marseillais, à droite. Moi, ce que j'attends le plus, c'est le Grand Prix du Mexique de ce week-end en Formule 1, parce qu'avec la remontée de Max Verstappen au championnat, lors de ses dernières courses, on peut avoir encore du beau spectacle et peut-être une bataille au titre jusqu'à la dernière course. Donc, ça peut Tu être penses très qu'il peut le sympa. prendre cette année? Et étant donné qu'en 4 courses, il a réussi à remonter 64 points et que là, il lui reste 40 à remonter en 5 courses, je me dis que c'est faisable. Hein. Puis on le connaît, Max Verstappen, il est capable de tout. Ça serait une des plus grandes remontées de l'histoire. Ouais, Ouais, c'est vrai, ça serait exceptionnel. Parce qu'au plus grand, il y avait combien d'écart déjà? 104 au plus de la saison, 104, et c'était il y a 4 Grands Prix aux Pays-Bas. Ouais, donc un gros retour de Max Verstappen. Moi de mon côté, ce sera le rugby et toi Moi, c'est
plus ce soir, je dirais c'est plus Real Madrid Juve. C'est deux équipes qui ont commencé, qui gagnent, mais qui ont commencé un peu timidement. Et j'aimerais voir un peu, est-ce que c'est le match qui va faire peut-être décoller l'un ou l'autre, peut-être vraiment le Real. Tudor joue sa survie. La Juve ont une très belle équipe et ils avancent pas trop aussi. Le Real, je trouve que Mbappé est quand même au-dessus des autres, donc il faudra voir ce soir. Il y a Monaco-Tottenham aussi à Louis Aussi. II qui va peut-être J'espère pour Monaco. qui va peut-être permettre de battre le record de buts sur une seule journée Exactement. en Ligue des Champions. Désormais, place au petit jeu de fin d'émission. Pour cette saison, on repart sur les mêmes bases. On reste sur le sujet du jour. Je vais poser 7 questions de culture sur le tournoi et 3 sur la saison actuelle. Peut-être que des indices ont été parlés dans les chroniques des uns et des autres. Quel joueur est le seul à avoir remporté le Rolex Paris Master et le Master de fin d'année la même saison à 3 reprises? Djokovic. Djokovic, quelle année? Quelle T'as année, le point, mais c'est pour savoir si quelle année donc c'est une seule année où il remporte il le remporte 3 fois de suite. 3 fois de suite. Ça doit être 2012, 2013, 2011, non? C'est 2013, 2014 et 2015. Ah, je sais pas. T'as le point quand même, t'inquiète pas. Deuxième question. Combien de joueurs français ont remporté le tournoi depuis sa création, citez-les et les années? 3. Tiens, François. 2008 Songa, Oui. 2001 Grosjean, Oui. 92, Non. 91 Guy Forget. 91 Guy Forget. Point pour Pierre-François. Avant de devenir Rolex Paris Master, quel sponsor principal a donné son nom au tournoi pendant plusieurs années? Alors là, je sais. Au tournant pendant plusieurs années? Enfin, ça fait longtemps. C'était pas BNP? C'est BNP Paribas. Deuxième oui. point pour Pierre-François. Oui, Ouais, ça a été sûr. pendant Voilà, bravo. 26 ans jusqu'en 2017. Ah ouais, c'était même le sponsor c'est vrai. comme Rolex est aujourd'hui pour tous les Masters 1000, c'était le sponsor pour tous les Masters 1000. Ouais, Depuis Bien joué. 2010, combien de fois un joueur non tête de série a-t-il atteint la finale? À Paris, Toujours le même tournoi. un joueur non tête de série a Ouais. atteint la finale. Vous pouvez vous Depuis proposer comme 2019, ça. peut-être- Il n'y a pas peut-être besoin qu'une de- fois, y a pas hein. besoin de les citer. Peut-être Une qu'une fois. Ah, je dirais 5. 5, 7. 7, 3. 3. Est-ce qu'il y en a un de vous deux, Driss, Pierre-François, vous pourrez avoir une idée d'un joueur? Moi j'en ai. J'en ai Si je vous dis Jacques Sock. Jack Sock, En 2017. 2017, ce qu'il et t'as fait. aussi une en finale face à qui? Jacques Sock Ouais. En 2007, donc il est en. C'est pas Kachanov? Non, Non. c'est Philippe Krajinovic. C'était deux têtes de série Saison. qui n'étaient pas en fait. Ils sont arrivés en finale, ils n'étaient pas têtes de série. Mais aussi en 2022, Holger Rune. Il était pas tête de série au Non. gars? était Non, pas il tête de était. série. Non, c'est vrai. Il Il était devait pas être 12e, loin. il était 12e mondial. Ah ouais, et donc il était vraiment pas loin d'être. et en 2010, un certain Gaël Monfils. Du coup, ça fait 4 au total. Ouais. Du coup, pas de points sur cette question-là, vu que 3 et 5. Ouais. Depuis 2000. Non, quel joueur détient le plus grand nombre de victoires consécutives à Paris-Bercy et sur quelle année? Roger Federer. Non, Ah, mais Djokovic. Djokovic. C'est vrai. Avec 17 victoires d'affilée entre 2013 et 2016. Donc les années de ces titres 2013, 2014, 2015. Bah oui, en même temps. Oh, c'est logique en plus. Ouais. Ouais, c'est vrai que Oui, c'était logique. forcément. Il y a des questions qui sont logiques. 6ème question. Du coup, là, c'est point pour toi, Driss. Quel joueur était le premier à remporter le tournoi de Paris-Bercy après le passage du tournoi sur dur indoor fin de la moquette, donc dans les années 1980? On peut pas savoir l'année par hasard? En 1989. Baker. Ouais, c'est ça. Là, bravo. Bravo. Là, c'est. Je suis allé la chercher loin, c'est là. Je me suis dit, faut titiller les experts de service gagnant. Bah, tu l'as à ta droite, l'expert de service gagnant. Ouais, je Ouais, sais, mais c'est Driss et Pierre-François sont pas mal aussi. Toi, t'es arrivé en sauvetage, Oh, mais t'es pas mal non plus. Ah, je suis à 0 point quand même pour l'instant. Ouais, mais t'avais les. Allez, Fabio, on prend ça. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de finales disputées à Paris-Bercy, toutes surfaces confondues? J'ai envie de dire encore Joko, mais à moins que. C'est Djoko. Ah oui, forcément. 2009, pensé 2013, aussi, mais- 2014, 2015, 2018 et 2022. Là, on va passer sur les C'est questions sur la saison. Donc là, peut-être que tu as plus de chance, Fabio, on sait pas. On va voir. En 2025, 3 tournois ATP 500 ont été reclassés, passant en catégorie ATP 250. Lesquels sont-ils? Alors attends, cette année ils sont en Cette ATP, année, il y en a 3 qui sont passés mais en ils ATP. passeront en ATP 250 l'année Non, prochaine. qui sont passés cette année. Dubaï. Dubaï. Bah oui, c'est ça. Il y a eu Stockholm, non? C'est pas 500. Non, non. Dubaï. Barcelone. Non. Non. En ATP 500 Barcelone, c'est un gros doit y avoir, 500. doit y avoir Vienne ou. Non, c'est Dallas, Ok.
Et Lyon, peut-être, non Non, Lyon, Lyon, a été supprimé totalement. Lyon a été supprimé totalement. Et Munich. Oui. Munich aussi est passé en 250. C'est bon. Je savais pas ça. Donc t'as un Il y point, en a, il y en a David en a trouvé tellement un. des 500 en Ouais. plus. Encore sur un tournoi ATP 500, pourquoi l'ATP 500 de Hambourg est passé de juillet à mai? Parce qu'il a changé de surface, non? Pourquoi la TP 500 de Hambourg est passée de... Juillet à mai. À cause Pourquoi il a été des, déplacé? à cause des chaleurs, enfin de la chaleur. Non. Non, c'est... C'est une raison toute évidente, on peut Par dire. rapport au climat. Non, c'est par rapport au climat, c'est par rapport à l'organisme des joueurs et aux préparations. Par rapport au Grand Chelem, peut-être. C'est C'est avant Roland. oui, Il c'est est avant ju- Roland. c'est avant sur terre battue, Roland. Du coup, ils Ouais. l'ont dépassé parce que sur terre battue, ils l'ont mis avant Roland. Je le mets à Pierre-François, c'est lui qui se trouve en premier. Donc ouais, il était classé après Roland Garros, du coup ils ont passé avant, une semaine avant. Donc voilà, et désormais, dernière question, on va faire au juste prix. Quelle est la différence de points avec le numéro 2 Yannick Sinner entre Carlos Alcaraz et lui? Alors maintenant... Ouais, là j'ai regardé ce matin. T'as regardé ça sur l'ATP Ouais, Bon, exact. au juste prix, honnêtement, au juste prix. On dit tous un chiffre au plus Ouais, proche. tous un chiffre au plus proche, comme la dernière fois, comme sur celui de tout à l'heure. 850. 850. Allez, j'ai 1200. 1200. 950. 950. Moi je vais dire, moi Cléo, je vais dire 800. C'est peut-être plus que moi. Maintenant je réfléchis, c'est plus. Tu t'aurais dit combien du coup? Parce que je sais qu'il a sécurisé sa première place là, il y a pas longtemps. Du coup, je pense qu'il doit y en avoir 1400. Il y en a 1340. Donc je laisse Adris. Du coup, c'est toi après- qui as pris le dernier point, mais c'était quand même le seul au-dessus des 1000 à proposer. Donc en tout cas, j'ai pas fait le décompte, mais c'était une petite partie de plaisir pour détendre l'atmosphère à la fin. On sait juste que je suis à 0, c'est tout. T'inquiète pas Fabio, s'il y a une émission F1 ou Sport Mecha, je t'inviterai. Tu seras de nouveau présent. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se dit dans 2 semaines pour une nouvelle émission Club EDJ, axée rugby cette fois-ci. Un conseil, continuez de suivre l'actualité sportive. À très vite.